Dans notre dernière aventure avec Clifford Geertz, nous avons découvert l'anthropologue comme un traducteur, un interprète qui tente de lire les cultures comme des textes. Mais que se passe-t-il si le texte que nous lisons a été en réalité écrit non pas par la culture elle-même, mais pour elle, par une puissance étrangère et dominatrice? C'est la bombe intellectuelle que va lancer notre aventurier du jour. Un homme qui n'est pas anthropologue, mais critique littéraire. Un Palestinien, né à Jérusalem, exilé aux États-Unis après la Nakba, qui deviendra professeur à Columbia, un intellectuel qui va utiliser les outils de l'analyse de texte pour mener le procès du regard occidental. Cet homme, c'est Edward Said. L'aventure de Saïd, racontée dans son livre fondateur de 1978, L'Orientalisme, part d'une idée simple. L'Orient, tel que nous le connaissons, n'existe pas. Ce que nous appelons l'Orient, ce vaste ensemble allant de l'Afrique du Nord à l'Asie, ce monde de harems, de déserts mystérieux, de despotes cruels et de spiritualité profonde, n'est pas une réalité géographique. C'est une fiction, une construction créée de toutes pièces par l'Occident depuis des siècles. C'est ce qu'il appelle l'orientalisme. Un système de pensée, un discours, une grille de lecture qui a permis à l'Europe de produire et de gérer sa vision de l'Orient. L'aventure de Saïd n'est pas une expédition de terrain, c'est une plongée dans les bibliothèques de l'Occident. Il analyse des centaines de textes, poèmes, romans, récits de voyage, études savantes de linguistes et d'historiens, rapports d'administrateurs coloniaux, et jusque dans les peintures d'Ingres ou de Delacroix. Et partout, il retrouve la même image. L'Orient est passif, féminin, irrationnel, sensuel. Il est figé dans le temps, incapable de se moderniser seul. Il a besoin d'être sauvé, civilisé, contrôlé par l'Occident qui, lui, est actif, masculin, rationnel et dynamique. Ce savoir n'est pas neutre, c'est un instrument de pouvoir. Comme l'a montré Michel Foucault, savoir et pouvoir vont toujours ensemble. L'orientalisme est le discours qui a justifié intellectuellement et moralement la colonisation. Pour dominer un peuple, il faut d'abord le décrire, le classer, le définir comme inférieur. La connaissance devient une arme. Cette démonstration est un séisme pour les sciences humaines et surtout pour l'anthropologie. Car même l'anthropologue le plus bienveillant, en partant étudier l'autre, participe, consciemment ou non, à ce grand discours de l'Occident qui se donne le droit de parler à la place des autres. L'orientalisme nous oblige à un examen de conscience radical. Le regard de l'observateur n'est jamais innocent. Il est situé, marqué par une histoire et par des rapports de pouvoir. L'aventure d'Edward Said a changé les règles du jeu. Il n'a pas dit qu'il était impossible d'étudier d'autres cultures. Il a dit qu'il était impossible de le faire naïvement. Son livre a fondé les Post-Colonial Studies, qui se prolongeront avec les Subaltern Studies en Inde. Mais il a aussi déclenché de vives polémiques. Certains, comme l'historien Bernard Lewis, l'ont accusé de transformer toute l'histoire des études orientales en procès politique. D'autres lui reprochent d'avoir présenté l'Occident comme un bloc homogène, sans voir les voix dissidentes en son sein. Malgré ces critiques, son héritage est immense. Il nous a appris qu'il n'existe pas de savoir innocent, que tout discours sur l'autre est traversé par des rapports de pouvoir, et que l'anthropologie, comme toutes les sciences humaines, doit toujours pratiquer la réflexivité, d'où je parle et que fait mon regard à ce que j'observe. Mais si le regard de l'observateur est si problématique, que se passe-t-il quand le terrain lui-même refuse cette distance ? Dans notre prochain épisode, nous suivrons Jeanne Favre-Saada dans son enquête sur la sorcellerie en France.
où la question de la position de l'observateur ne sera plus théorique mais vitale. D'ici là, regardez les images de l'autre qui vous entoure, dans les films, les reportages, les discours. Demandez-vous qui parle, pour dire quoi, et pour quel pouvoir. Et surtout, restez curieux.